Le but de cette vie, c'est pas de quitter cette vie. Le but de cette vie, c'est amener la lumière que j'ai perçue là-bas, l'amener ici. Je considère que cette prise en compte dans l'accompagnement des personnes en fin de vie et en deuil devrait maintenant faire partie des cursus d'enseignement. On est clairement dans un paradigme matérialiste qui dit que vraiment la conscience est produite par le cerveau, et si le cerveau meurt, la conscience meurt. Ce qui ne va pas dans le sens de ce postulat est considéré comme non scientifique, non cartésien. On n'a pas le début d'une idée de comment le cerveau produirait de la conscience. Ça n'a jamais été démontré. De toute façon, une croyance non examinée devient une vérité. Et dans 10 ans, on regardera en arrière, on se dira, mais comment on a pu penser que la conscience était que le produit du cerveau? C'était bizarre de penser ça, en fait. C'est une croyance, en fait, et pendant des décennies, des gens ont cru à ça. C'est pas parce que les gens se taisent que les gens ne parlent pas. Déjà, bonjour au public. Donc, je m'appelle Christophe Forêt, je suis psychiatre, psychothérapeute, et je travaille depuis toujours dans le champ des soins palliatifs, donc accompagnement de fin de vie et accompagnement de deuil, donc en unité de soins palliatifs et en cabinet avec des personnes qui se confrontent à des deuils, mais des deuils traumatiques, deuil pré-suicide, mort d'enfant, agression, des choses comme ça. Ça, c'est mon activité actuelle. Et en parallèle à ça, je suis auteur de plus de 12-13 bouquins chez Albin Michel, qui traitent du deuil, de la fin de vie, de l'accompagnement, mais également de tout ce qui est rupture de vie, tout ce qui fait que on a des moments de rupture de vie et qui fait qu'on doit faire un reset un petit peu de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Et là, depuis quelque temps, là, je sors du bois, je dirais, en parlant ouvertement de toutes ces expériences qui concernent la continuité de la conscience après la mort, parce que je suis venu en fait directement par ma pratique. C'est pas des choses que je suis allé chercher. Bon, comme plein de gens de ma génération, j'ai lu le livre La vie après la vie de Raymond Moody dans les années 70. Mais et ça m'avait toujours intéressé, ça intéressait tout le monde. Mais c'est vraiment dans mon activité médicale, notamment auprès des personnes en fin de vie, en unité de soins palliatifs, que j'ai commencé vraiment à recevoir des récits d'expériences de mort imminente, des récits d'expériences de fin de vie, des personnes qui étaient en train de mourir et qui avaient des perceptions qui n'étaient pas les perceptions de leur chambre, et également dans l'accompagnement du deuil, beaucoup, mais vraiment beaucoup de VSCD, donc vécu subjectif de contact avec un défunt, et qui ont vraiment nourri une réflexion sur plusieurs années sur justement cette continuité de la conscience après la mort, qui est pour moi quelque chose qui devient maintenant une telle évidence, à tel point que je considère que cette prise en compte dans l'accompagnement des personnes en fin de vie et en deuil devrait maintenant faire partie des cursus d'enseignement. Mais on pourra peut-être être amené à en parler. Mais donc c'est vraiment, je ne suis pas allé chercher ces expériences-là, elles sont venues à moi dans ma pratique, et j'ai vu concrètement l'impact dans l'immensité des cas positifs de ces expériences sur le cheminement, tant pour la fin de vie que pour le deuil. Donc, comme vraiment je pars en tant que médecin, c'est vraiment le bienfait de la personne qui m'intéresse. Il y a la dimension scientifique qui est importante, mais si c'est bénéfique pour la personne et pour ses proches, c'est bénéfique, je considère que c'est hautement bénéfique de s'y arrêter et d'intégrer ces dimensions-là dans l'accompagnement. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce champ-là de la médecine? Est-ce que tu avais déjà une intuition que c'est quelque chose qui t'intéressait autour de ces questions-là, ou bien c'est vraiment quelque chose que tu as découvert, puis tu t'es dit « Ah mais c'est incroyable, j'ai jamais pensé qu'on pouvait vivre de telles choses ». Très rapidement, je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire une psychiatrie psychiatrique, une psychiatrie en hôpital psychiatrique. Je me suis rendu compte que vraiment, c'était d'abord autour du début des années SIDA,
dans les années 80, que vraiment je me suis tourné vers tout ce qui est accompagnement de fin de vie et psychiatrie, psychologie. Et là vraiment, j'ai développé une psychiatrie qui était en lien avec la maladie grave, en lien avec les soins palliatifs au sens large, donc accompagnement de fin de vie et accompagnement du deuil. Et c'est suite à ce vécu dans les services, en interagissant avec les patients, en interagissant avec les autres soignants, qu'il y a vraiment des expériences récurrentes qui sont arrivés, des récits qui sont arrivés de façon récurrente. Et à un moment donné, 1 plus 1 plus 10 plus 100 plus 1000 plus 10 000, à un moment donné, on se dit, non, là, il y a vraiment un sujet, ce n'est plus anecdotique. Et c'est à partir de ce constat-là que je me suis vraiment plongé, vraiment plongé intensément dans tout ce qui est la lecture anglo-saxonne, littérature anglo-saxonne là-dessus, qui sont vraiment largement plus avancées que du moins en France. Et on me rend compte qu'il y avait déjà des sociétés savantes qui étudiaient ça, qu'il y avait des publications scientifiques dans des revues de haut niveau, que c'était tout sauf des bruits de couloir, mais que c'était vraiment l'objet d'études, parfois même universitaires. Donc je me dis, ok, là il y a un vrai sujet qui demande à être exploré. Pourquoi il y a cette pudeur, on va dire, du milieu de s'intéresser plus directement à ça? Avant, on avait l'impression que c'était justement des bruits de couloir, que les infirmières en parlaient entre elles, qu'elles arrivaient à dire ouais, il y a eu quelque chose de bizarre, mais qu'on ne pouvait pas en parler aux médecins. Et d'ailleurs, souvent, des patients disent qu'ils n'osaient pas en parler. Oui. Très souvent, on est clairement dans un paradigme matérialiste qui dit que vraiment la conscience est produite par le cerveau, et si le cerveau meurt, la conscience meurt, et tout ce qui est perception autre qui pourrait être en lien avec une continuité d'inconscience, soit des perceptions alors que la personne est censée être inconsciente avec un cerveau qui ne fonctionne plus ou qui est complètement mort, ou alors quelqu'un qui est décédé qui apparaît à quelqu'un qui est vivant, et alors que cette personne, comme elle est décédée, elle devrait plus avoir de conscience persistante, manifestée. Donc le fait d'être dans ce paradigme-là bloque quand même la réflexion, et fait aussitôt qualifie aussitôt ces expériences-là d'hallucination. C'est aussitôt, c'est d'hallucination, de pas sérieux, de pas scientifique et tout, en laissant supposer que cette hypothèse que la conscience est produite par le cerveau est une donnée pure et dure de la science, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas une donnée pure et dure de la science, c'est une hypothèse qui essaie de démontrer la corrélation entre le cerveau et la conscience. Pour l'instant, dans l'approche matérialiste, on dit c'est le cerveau qui produit la conscience, mais c'est qu'une théorie pour expliquer cette corrélation. Il n'y a pas de lien nécessairement de cause à effet. Il y a une corrélation, bien sûr, mais pas de cause à effet. Et c'est donc, comme dans nos études scientifiques, on part de ce postulat-là. Tout ce qui ne va pas dans le sens de ce postulat est considéré comme non scientifique, non cartésien. Et c'est pour ça que beaucoup de paroles d'infirmières ou même de médecins qui n'osent pas en parler, ou encore plus de patients ou même de leurs proches qui sont témoins de choses, c'est aussitôt relégué à c'est nécessairement un dysfonctionnement du cerveau, c'est nécessairement un effet secondaire du médicament, c'est nécessairement une projection hallucinatoire ou quelque chose comme ça. Et donc comme personne n'a envie d'être relégué comme fou ou ayant des perceptions erronées et non conformes à la réalité, les gens se taisent. Mais néanmoins, c'est pas parce que les gens se taisent que les gens ne parlent pas. Et c'est ça qu'on entendait de plus en plus, et qui maintenant commence à avoir une vraie place. On se rend compte que ce sont plus des données anecdotiques, comme je disais tout à l'heure, mais que ça devient, par le cumul depuis des décennies maintenant, de ces données, de ces informations, ça devient justement des données.
des données scientifiques qu'on peut analyser, qu'on peut quantifier, qu'on peut étudier de façon statistique pour se rendre compte qu'il y a vraiment une ossature, qu'il y a vraiment quelque chose qui se révèle à travers ces témoignages dans des constantes, des récurrences. Et donc, on est en train de cheminer vers ça, de l'anecdotique dans des bruits couloirs ou des chuchotés en disant mais tu n'en parles pas, à quelque chose qui ose s'assumer comme étant une réalité qui a besoin d'être explorée, et donc le corollaire immédiat qui a besoin de faire évoluer le paradigme matérialiste, à savoir que remettre en question cette théorie qui n'est pas un fait scientifique, mais cette théorie qui dit que la conscience n'est que le produit du cerveau. Non, il pourrait être une toute autre approche qui pourrait dire que le cerveau, c'est simplement un récepteur d'une conscience qui ne serait pas localisée au cerveau, mais une conscience non localisée. Et cette dimension de conscience non localisée, elle est en train de prendre, de gagner du terrain, même si pour l'instant c'est pas encore la mainstream, c'est pas encore la pensée dominante, mais intégrer cette pensée de conscience non localisée, de continuité de la conscience après la mort, même si le supposé point de départ de la conscience, qui est le cerveau, est décédé, ça ouvre tellement de perspectives et ça explique surtout tellement de phénomènes, ça les rend normaux, ça les rend cartésien, ça les rend vraiment logiques, et au lieu d'essayer de faire rentrer ces phénomènes-là dans le paradigme existant, eh bien on change de paradigme, c'est ce qui est en train de se passer je pense, et on est dans un paradigme qui intègre ces différentes perceptions, les expériences de mort imminente, les VSD, l'expérience de fin de vie, etc., et qui leur donne un cadre où elles sont perçues comme complètement normales et étudiables comme n'importe quel phénomène naturel. Malgré cela, les gens qui ont une pensée matérialiste pensent qu'ils n'ont pas de croyance. Ils pensent qu'ils sont dans les faits établis, et quand on leur propose la vision idéaliste ou la vision d'un cerveau qui capterait la conscience plutôt que de la produire, c'est vu comme une croyance, alors que les deux sont des croyances. Les deux sont des croyances, et souvent quand les gens me disent mais non mais c'est évident, le cerveau produit la conscience, je dis c'est quoi là, à quel article à quel article scientifique tu fais référence qui prouve de façon indéniable? C'est quoi tes sources, plutôt que de dire non c'est la vérité. Oui, ok, c'est quoi tes sources? Sur base de quoi tu affirme ça? Où est-ce que c'est écrit noir sur blanc que c'est ainsi, que c'est démontré de façon irréfutable? Ça n'existe pas. C'est bien pour ça qu'aux États-Unis, il y a cette expression the big problem of consciousness, le grand problème de la conscience, parce que on n'a pas le début d'une idée de comment le cerveau produirait de la conscience. Ça n'a jamais été démontré. Et donc c'est vraiment c'est une croyance, exactement, c'est vraiment une croyance, mais on est tellement formaté par cette croyance-là que ça devient de toute façon une croyance non examinée devient une vérité. Avant Nicolas Copernic, on était persuadé que la Terre était immobile et au milieu de l'univers. Persuadé, remettait pas en question. Or, il a ramené des données nouvelles. Et sur la base des données nouvelles, qui n'entraient pas dans le paradigme de Terre centrée au milieu de l'univers, on s'est rendu compte qu'elle tournait très vite autour d'elle-même et qu'elle était surtout pas au milieu de l'univers. Et donc ce changement de paradigme, ça l'a menacé. Galilée, il a été menacé par l'Inquisition. Donc il y a vraiment des résistances aussi à changer de paradigme. Pareil, on cite souvent l'exemple des météores. Des météorites, des gens des paysans qui trouvaient dans leur champ, mais hier il n'y avait pas de pierre dans mon champ, et là j'arrive ce matin, il y a des pierres dans mon champ. Des pierres tombent du ciel, et là on se moquait d'eux en disant mais pauvres, et on s'est rendu compte qu'après il n'y avait pas les moyens d'analyser ces composantes minérales, les composantes minérales de ces pierres. On a pu le faire, et au 19e siècle on s'est dit bah oui, c'est pas produit, c'est pas dans l'environnement, ça vient ailleurs, et c'est les météorites tout simplement. Donc on est passé d'une idée complètement folle et stupide
que les pierres tombent du ciel, n'importe quoi, n'importe quelle personne avec du bon sens sait que c'est pas vrai. Ah oui, bah oui, il y a des pierres qui tombent du ciel. Hein. Un exemple encore plus récent. On est dans les années 80. On était persuadé que l'ulcère gastro-duodénal c'était lié au stress. Donc on développait des relaxations, des techniques de stress, et que certains scientifiques pensaient, mais c'est peut-être lié à quelque chose d'autre, à une bactérie. N'importe quoi, une bactérie qui provoque un ulcère. Et maintenant, on traite les ulcères avec des antibiotiques parce qu'il y a Helicobacter, la bactérie. Donc vraiment, en fait, c'est ça la science, au bout du compte. On passe de paradigme en paradigme, et une théorie qui était valable pour décrire le monde, tous les phénomènes à un moment donné, quand il y a des nouvelles données qui arrivent, soit on se met en résistance en essayant d'intégrer ces nouvelles données dans le paradigme existant, ou alors on se rend compte que c'est pas possible et qu'il faut faire évoluer le paradigme. Là, c'est pareil, hein. Pensée matérialiste, le cerveau produit la conscience, plein d'expériences via les expériences de mort imminente, VSCD, etc., etc., n'arrivent pas à rentrer dans ce modèle-là, où ça rentre avec un burin, et à un moment donné, se dit, ok, bah, peut-être que ce modèle n'est pas pertinent. Donc, comment le faire évoluer? Et ce qui est assez passionnant, c'est que on est en ce moment même dans cette évolution de paradigme. Peut-être, on va se donner peut-être 10 ans. Et dans 10 ans, on regardera en arrière, on se dira, mais comment on a pu penser que la conscience était que le produit du cerveau? C'était bizarre de penser ça, en fait. C'est une croyance, en fait. Et pendant des décennies, des gens ont cru à ça. C'est fou, quand même. Si on fait un calcul comme ça de tête, on peut dire que tout le monde a soit vécu directement une expérience inexplicable, Oui. ou connaît quelqu'un de son entourage direct qui a Oui. vécu une expérience Oui, oui. inexplicable. Donc c'est tellement étendu, tellement connu, qu'on se ferme les yeux à une possibilité d'explication. Quand Oui, on oui. Pourquoi il y a ce refus de voir? Je crois que c'est lié à une vision du monde aussi. Hein. Si notre identité, notre construction, elle se fait aussi par rapport à quoi on se réfère. Hein. On existe au monde parce que on se réfère à certains points de repère. Eh bien, si la pensée matérialiste qui dit que il y a soi, puis de l'autre côté, il y a la réalité, et il y a la matérialité, et c'est deux choses différentes, et que que les choses sont comme ça, qu'il y a eu le Big Bang, puis après il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, enfin, toutes ces choses-là, et que la conscience est simplement émergée progressivement au fil du temps, au lieu peut-être de la considérer comme première, avant de la considérer comme secondaire comme émergent de la matière. Si on a été construit là-dessus, et je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques aussi, leur identité s'est fondée là-dessus, leur recherche s'est fondée là-dessus, leur vision du monde s'est fondée là-dessus. Eh bien, en psychologie, on sait que dès qu'on atteint quelque chose qui est un support identitaire, c'est presque menaçant pour la personne. Et ça crée des résistances, même si c'est démontré que quelque chose va à l'encontre de cette vision. Donc ça va simplement au-delà de oh c'est n'importe quoi. Non, ça appelle, ça convoque, je dirais, la cohérence qu'on a du monde, la représentation qu'on a de soi dans le monde. Et c'est pour ça que ça génère, je crois, autant de résistance, parce que c'est une question de à quoi je me réfère pour exister. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Quels sont les événements qui remettent le plus en question ce présupposé de la conscience qui viendrait du cerveau? Est-ce que c'est les VSCD qui sont les meilleurs exemples? Est-ce que c'est les NDE qui sont les meilleurs exemples? Quel est le meilleur exemple de la conscience délocalisée? Ben justement, j'en parle dans mon livre Cette vie au-delà, c'est Enquête sur la continuité de la conscience, c'est chez Albin Michel. Ça part justement du fait que pour être convaincant, il faut pas partir d'un seul groupe d'expériences qui aurait l'explication ultime, qui serait la démonstration ultime. Je crois que c'est plutôt par un faisceau d'arguments. Comme dans un procès, on essaie d'accuser quelqu'un et on a un seul argument.
Voilà, on a trouvé, je sais pas, sur son téléphone, on a trouvé une géolocalisation qui correspond au lieu du meurtre. Et on dit, voilà, c'est le seul argument. Bah, la défense peut dire maintenant, il y a 1000 raisons qui peuvent être ça. Donc, si on a un seul argument, ça ne fonctionne pas. Donc, le procureur, je sais pas comment ça s'appelle, le procureur, les personnes qui attaquent, ont besoin de croiser plein d'arguments pour arriver à un nœud tellement serré d'arguments qu'on arrive à ce qu'on appelle l'intime conviction. Hein. C'est un terme de droit en France du moins, où on arrive à l'intime conviction que cette personne est coupable, et c'est sur la base de l'intime conviction que des gens sont condamnés. Hein. Donc c'est vraiment une donnée extrêmement importante. Bien, c'est la même chose dans ces explorations de la conscience. C'est on prend un pool de données, d'informations qui sont apportées par les EMI, qui sont quand même un gros pourvoyeur de preuves, entre guillemets, ou d'arguments, plutôt arguments. On prend les VSCD, qui amènent elles aussi un argument fort de continuité de la conscience après la mort. On prend les expériences de fin de vie, mais on prend aussi tout ce qui est apparition, on prend aussi les données de la médiumnité qui sont très peu étudiées en Europe, mais dans les pays anglo-saxons sont beaucoup plus accueillies avec sérieux. Donc on prend une constellation d'expériences qui ont chacune leur force, mais chacune leur fragilité. Et le fait de croiser ces différents arguments permet de potentialiser les forces et de réduire les fragilités, à savoir de réduire les objections qui pourraient être posées. Parce qu'il y a plein d'objections pour les EMI, il y a plein d'objections pour les VSCD. Mais quand on croise tout, on arrive à cette intime conviction qu'il y a véritablement quelque chose qui parle d'une continuité de la conscience. C'est pas une preuve, mais c'est quelque chose qui est un faisceau d'arguments suffisamment stable, suffisamment solide pour pouvoir construire dessus des protocoles de recherche, et que des équipes de scientifiques se penchent dessus pour explorer cette possibilité. Est-ce que vous pouvez essayer de définir un peu plus précisément ce que sont les VSCD? Les VSCD, ok. Là, les VSCD, je dirais presque que c'est mon pain quotidien. Hein, en tant qu'accompagnant des personnes en deuil. Les VSCD, d'ailleurs, Evelyne Elsaesser vraiment mène avec l'équipe de l'université de Northampton en Angleterre, avec le professeur Chris Rowe, toute son équipe, vraiment une deuxième étude qualitative et quantitative sur les phénomènes des VSCD. Donc c'est vraiment c'est vraiment cette équipe-là est la plus avancée pour étudier ces phénomènes-là. Qu'est-ce que c'est? Vécu subjectif de contact avec un défunt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des perceptions par des personnes qui ont perdu quelqu'un, qui ont perdu un proche, mais parfois pas forcément un proche, en tout cas la plupart du temps, et qui ont des perceptions de cette personne après son décès. Généralement, c'est entre le moment du décès, parfois même une perception au moment même du décès, alors même que la personne n'est pas au courant que la personne est décédée. C'est parfois donc des VSCD d'apprentissage, je dirais, où via le VSCD, via la perception, la personne apprend que la personne est décédée. Donc, comment peut-elle avoir cette information-là? En tout cas, c'est à partir du moment du décès jusqu'à peu près 6 mois, 1 an. Ça a tendance à décroître après, mais il y a des personnes qui ont des VSCD plusieurs années après. Mais parfois c'est une expérience, parfois c'est 2, 3, parfois c'est beaucoup plus. Ce sont toujours des expériences qui sont de courte durée, de quelques secondes. Il n'y a pas de VSCD d'1 heure ou d'une demi-heure. Hein. C'est vraiment très court dans le temps. Et qu'est-ce que c'est? C'est par exemple des perceptions qui sont visuelles. Quelqu'un a perdu un proche, est en train de lire dans son lit, donc à l'état de conscience, soit l'état de veille, soit entre l'état de veille et de sommeil, hein, ce qu'on appelle l'état hypnagogique. Hein. Et donc une perception, ça peut être visuel, soit du corps en entier, soit en 3D, soit très flou, soit du visage uniquement, perception visuelle, perception parfois tactile, avec vraiment la sensation d'une présence qui reproduit souvent un geste familier, comme si c'était
destiné à être clairement identifié. Ça peut être olfactif, des odeurs d'eau de toilette ou de parfum. Ça peut être dans des environnements où il n'y a absolument pas de cette eau de toilette ni ce parfum. Ça peut être des perceptions auditives. Ça peut être parfois simplement la perception très très forte d'une présence de la personne, au point, et je parle dans mon bouquin, j'ai une patiente qui traversait en courant le jardin du Luxembourg parce qu'elle était en retard à un rendez-vous professionnel. Elle avait perdu son mari quelques semaines auparavant, et d'un seul coup elle me dit, je me suis arrêté mais net, tellement je sentais puissamment la présence de mon mari, alors qu'elle n'y pensait pas du tout. Elle était en retard à son... Et ça m'a cloué sur place. J'ai senti une espèce de vague d'amour qui était là, qui m'a submergé pendant quelques secondes, et qui est partie. Elle avait la certitude que c'était lui. Après, waouh! Et après, elle est repartie parce qu'elle était toujours en retard. Hein, mais c'est des perceptions comme ça qui sont ponctuelles. Alors, évidemment, une perception comme ça ne démontre rien du tout. Hein. On va dire c'est des réactivations sensorielles, il y a plein de contre-arguments, mais c'est extrêmement fréquent chez les personnes en deuil. Et dans ma pratique maintenant, systématiquement, je demande, avez-vous eu des perceptions? Avez-vous eu quelque chose? Et les gens maintenant connaissent un peu plus le mot VSCD, ils disent, bah oui, il faut que je vous raconte quelque chose. Et tout récemment, il y avait un monsieur qui me racontait qu'il était vraiment le cartésien à mort. Il dit, j'aurais rigolé complètement si on m'avait raconté toutes ces choses-là. Enfin, vraiment, c'était pour moi de la foutaise. Il a perdu son épouse et il a fait, je peux pas les mentionner parce qu'il m'a pas autorisé, mais il a fait 3 VSCD massives, vraiment massives, au point où il dit, c'est impossible. Hein, avec des trucs physiques. Il dit c'était impossible que ce soit moi qui fabrique ces expériences-là, et qui est maintenant plus que convaincu de la continuité de la conscience après la mort, et donc qui est là aussi quelque chose d'extrêmement bénéfique pour son chemin de deuil. Hein. Il partait d'un état de ma compagne est décédée et c'est fini, il n'y a plus rien d'elle nulle part, à quelque chose qui vient cette expérience-là, l'a tellement stupéfait, tellement waouh, troublé, de façon tellement intense. Je peux pas en faire la description, mais c'est vraiment sidérant, et ça lui fait du bien. Il y a quelque chose de très très bénéfique. Alors on pourrait se dire oui, mais voilà, justement, hein, c'est parce que ça fait du bien que c'est généré. C'est parce qu'on est attaché à la personne qu'on crée une VSCD. Bien non, il y a plein de gens qui crèveraient d'avoir un VSCD, des parents qui mourraient d'avoir le VSCD de leur enfant et qui en ont pas. Hein, donc c'est pas le désir d'avoir un lien qui crée le VSCD en aucune façon, parce que si tout le monde avait un tel désir et que si ce désir était le facteur premier qui générait la VSCD, le VSCD, ben, tout le monde en ferait. Alors que c'est pas le cas, et parfois il y a des perceptions avec des gens qui ont très peu de liens émotionnels avec la personne décédée. Ça peut être un voisin ou une voisine qui perçoit la personne décédée et, par exemple, de façon étonnante, la personne décédée apparaît à une voisine avec un message parfois. C'est parfois un message très court qui dit écoute, dis à mon épouse que je vais bien. Et la voisine va dire, épouse, tu sais, j'ai eu se passer un truc incroyable. Et l'épouse demande, mais pourquoi elle n'est pas venue directement vers moi, quoi. Donc il y a vraiment tout un champ de recherche sur qu'est-ce qui détermine les VSCD. Est-ce que c'est le niveau de souffrance ou pas? Est-ce que c'est proximité affective ou pas? Il semble pas, même si la plupart des VSCD sont liés avec des personnes dont on est proche, mais c'est pas toujours le cas. Et les cas les plus intéressants et les plus pertinents, je dirais, au niveau scientifique, c'est vraiment les informations qui arrivent à la personne, transmises par la personne décédée qui se manifeste, informations que ne possède pas la personne décédée. Hein. Ça peut être des choses extrêmement prosaïques sur le livret de famille dont les gens ont besoin pour les successions, se trouve caché dans un tiroir en dessous et la personne n'est jamais allée dans cet endroit-là, ne sait même pas que dans la chambre il y a tel tiroir et trouve qu'il y a le livret de famille qui est caché sous différents documents. Il y a des VSCD d'informations qui sont aussi
comme je disais tout à l'heure, où la personne se manifeste à une maman, par exemple, et qui perçoit son fils comme ça très fugacement, et dit mais il apparaît à travers la fenêtre, et elle va sur le perron, puis il est pas là, et puis elle apprend quelques heures après, par un coup de téléphone de la police, que son fils a eu un accident et qu'il est décédé à l'heure où elle a eu la perception. Il peut pas y avoir de mécanisme de protection psychique. On se dit, oui, c'est un mécanisme de protection psychique pour lutter contre la douleur. Mais cette maman n'était pas en douleur, puisqu'elle n'était pas consciente que son fils est décédé. Pourquoi donc le cerveau fabriquerait une protection psychique contre une douleur dont il n'a absolument pas conscience, hein? Et ça, il y a plein d'exemples, hein. Il y a des VSCD aussi qui passent par des choses vraiment étranges de téléphone, hein, ou des personnes qui ont des coups de téléphone, ils ont le numéro de la personne, enfin le nom de la personne qui s'affiche. Or, ce téléphone est déchargé depuis peut-être une semaine ou un mois, et la ligne a été coupée, et il décroche. Parfois il y a des grésillements, parfois il y a très lointain une perception. Enfin, c'est inexplicable. Après, quand il regarde sur les relevés de téléphone, il n'y a aucun appel qui est passé. Ça peut être pour une personne, mais c'est parfois plusieurs personnes qui reçoivent en même temps un même coup de téléphone au même endroit. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, les VSCD, donc manifestation, perception sensorielle, mais c'est aussi via les appareils électriques. Beaucoup de gens mentionnent des manifestations électriques, des lumières qui se mettent à clignoter alors qu'ils sont en train de penser à la personne, ou des radios qui s'allument, et la radio s'allume. Ok, la radio peut s'allumer, mais quand vous regardez après que la prise est débranchée, là vous vous dites waouh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et parfois il y a des gens qui ont une frayeur par rapport à ça, parce qu'ils ça ne devrait pas être, hein. Donc c'est pas du fantastique, hein, c'est raconté de façon récurrente par les personnes. Après, il y a dans les VSCD, on met toutes les synchronicités où il y a qui impliquent des oiseaux, des papillons, des plumes, des choses comme ça. Mais pour moi, ce sont des choses qui ont un impact pour les personnes. Mais le plus clair pour moi, c'est quand il y a vraiment des perceptions sensorielles, ou qu'il y a vraiment des choses qui ne devraient pas être du tout et qui surviennent, hein, avec oui, c'est les perceptions sensorielles qui pour moi sont le plus fort, avec parfois des indications ou des messages tellement précis que ça ne peut pas être obtenu par simplement une réactivation de mémoire sensorielle par la personne en deuil. Et j'insiste aussi, pourquoi ça me semble aussi important, les VSCD, c'est que c'est un matériel qu'on peut amener dans l'accompagnement du deuil, hein. C'est vraiment, parce que ça dit quoi? La personne que j'aime, le lien n'est pas rompu. Je vais retrouver cette personne, hein. Et ça, c'est vraiment une des plus grandes souffrances quand on est en deuil, c'est que de dire ok, je te reverrai plus, je suis plus en lien avec toi, tu as disparu complètement de la surface de l'univers. Là, ça dit quelque chose d'autre. Donc, même si le thérapeute n'adhère pas à cette idée qu'il y a véritablement contact via un VSCD, on s'en fiche. Le fait d'intégrer, d'être ouvert et d'intégrer cette donnée qui a une vérité pour la personne, hein, lui il n'a pas besoin de partager, hein, c'est bien s'il partage, mais s'il partage pas, ça fait rien. Être ouvert à ça, dans quel sens ça prend pour vous, eh bien on inclut la dimension psychologique de l'accompagnement du deuil, mais on fait rentrer aussi une dimension spirituelle, et les deux doivent marcher main dans la main. On s'est rendu compte moi je me suis rendu compte depuis maintenant des décennies, que être uniquement dans le psychologique c'est essentiel, c'est indispensable, parce qu'il y a un travail psychologique à faire, mais apporter un éclairage soutenu, hein, étayé d'une dimension spirituelle via les VSCD sont quand même quelque chose qui aident, hein, qui vraiment sont bénéfiques. Et en tant que médecin, c'est ça pour moi qui compte. Il y a aussi la question des VSCD partagés, où plusieurs personnes sont soit à des kilomètres de distance averties de la mort de quelqu'un, ou voient dans la même pièce exactement, les événements. Et il y a aussi des VSCD avec déplacement
d'objet, Oui. qui semble un petit peu plus ancré dans une sorte d'objectivité. Exactement. Les VSCD partagés, justement, ça fait partie de ce type d'expériences qui sont validées parce que c'est pas on n'a pas à croire une personne. C'est quand il y a 3, 4, 5 personnes qui assistent exactement à la même chose, hein, là, ça apporte une validité vraiment puissante à ce qui est dit. On a aussi ça dans ce qu'on appelle les expériences de fin de vie, où vraiment au moment, qui sont presque des VSCD du moment de la mort, hein, c'est que autour du lit, il y a une fratrie ou des soignants, parfois même, qui ne sont pas impliqués émotionnellement, 4 ou 5 personnes qui, au moment du décès, perçoivent quelque chose de l'ordre lumineux qui sort du corps de la personne et qui va se dissoudre dans quelque chose qui apparaît dans la chambre de façon un petit peu translucide, lumineux, et que tout le monde va et chacun se dit mais qu'est-ce que c'est? Et chacun, de son point de vue, là où il était, peut décrire la situation. C'est pas rare du tout, ce type d'expérience-là. Et là, quand c'est partagé par des soignants, des médecins qui sont présents, des infirmières, et qui peuvent attester, j'ai perçu ça également. Là, on a des arguments qui commencent à se dire, ok, non, là, il s'est passé quelque chose, il faut l'étudier, il faut étudier ça. Hein. Et les phénomènes aussi, donc ça c'est vraiment un argument, les VSCD partagés, c'est vraiment un fort argument en termes de la dimension non hallucinatoire, hein, non générée par un désir particulier ou un mécanisme de protection psychique, c'est partagé par plusieurs personnes, parfois présentes et parfois à distance. Hein. Il y a parfois, comme je disais tout à l'heure, l'annonce du décès par plusieurs personnes distantes, parfois des kilomètres des centaines de kilomètres de distance, et qui ont une manifestation de la personne décédée tout au même moment. Et quand il compare les heures, c'est passé au même moment. Donc tout cela, je veux dire, c'est rationnellement, c'est compliqué à expliquer si on considère que la conscience de la personne, comme elle est décédée, et c'est attesté qu'elle était décédée à ce moment-là, ça tient pas. Hein, quelque chose d'autre entre en jeu. Et avec ce qui est important pour les VSCD, c'est que même si elle a vécu du deuil, il n'y a pas d'altération massive cérébrale. C'est le reproche principal des expériences de mort imminente. La personne en fin de vie, au niveau neurotransmetteur, enfin, il y a plein de choses qui se passent. Là, les VSCD, ça survient chez des gens complètement sains, hein, complètement clairs d'esprit. Hein. Et je le sais d'autant plus que quand ma mère est décédée, j'ai eu plusieurs VSCD. Très clair, très précis, dans ce lieu même, avec de l'électricité, avec et vraiment c'était clair et précis, hein, sans état modifié de conscience, sans rien, avec vraiment des choses tellement objectives que ce serait me nier moi-même que de dire non, c'est une création de l'esprit, puisque j'en ai fait moi-même l'expérience. Et que c'est vrai que ça contribue à adoucir quelque chose dans le processus de deuil. Mais c'est vraiment aussi via l'expérience, hein, que s'est construit cette conviction. Qu'est-ce qu'on pourrait dire des VSCD négatives? Si on parle des VSCD négatives, dans ma connaissance, un VSCD négative, c'est uniquement parce que les gens prennent peur. Imaginez, vous avez perdu votre grand-père, vous êtes en train de faire la vaisselle, puis vous tournez la tête et le grand-père est souriant à côté de vous. Il y a de quoi avoir peur, il y a de quoi être surprise et d'être vraiment terrifié par ça. Des personnes m'ont raconté que parfois ils étaient dans leur chambre en train de lire ou faire quelque chose et qu'il y a une manifestation un VSCD d'un proche qui venait de décéder et qu'ils ont tellement eu peur qu'ils ont quitté la pièce en disant non, plus jamais ça. De fait, il n'y en a plus jamais après. C'est le caractère négatif me semble uniquement relié au fait de la surprise, qu'on ne s'y attend pas. Et comme si on n'attend pas, il y a vraiment un effet de peur qui est là. C'est le seul, dans mon expérience, c'est la seule connotation négative. J'ai jamais, peut-être que ça existe, mais pour ma part, je n'ai jamais eu de connaissance de VSCD malveillante, de VSCD
oui, mal intentionné, avec vraiment quelque chose qui faisait mal à la personne. Dans mon expérience, hein, jamais. Tout le temps, ce sont des messages qui sont vraiment « je vais bien ». Ne pleure pas, je vais bien. Je suis bien maintenant. Tout va bien se passer. Hein, c'est vraiment des choses, je t'aime, hein, ou je te pardonne, enfin peu importe le contexte. C'est toujours des choses, quand c'est auditif, hein, toujours quelque chose d'extrêmement bénéfique. Donc le négatif, c'est, je pense, la stupeur de quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. J'ai laissé un témoignage sur ton site Oui. Pour dire que j'ai vécu une VSCD négative. Oui. Alors qu'est-ce que c'était, VSCD négative? Négative dans le sens, moi j'ai pas eu le temps d'avoir peur, donc j'ai pas eu peur. Ouais. Mais c'était pas négatif dans le sens que la présence était agressive, oui. mais la présence était clairement en état de stress ou de, comment dire, était complètement perdue. Oui. Et la présence s'est manifestée à moi noire, Oui. une noirceur dégoulinante, Oui, oui. Et puis très froide, qui dégageait beaucoup de froid, oui, oui. et qui m'a traversé, et qui a rejoint de l'autre côté de la pièce, et qui a fait tomber une chaîne. D'accord. Qui a rendu un crochet. Oui, oui. Et on sentait l'agitation, et là, c'est quelqu'un qui est mort très jeune, soudainement, personne s'y attendait, Oui, oui. d'un arrêt cardiaque, et puis c'était assez inexpliqué, et je pense qu'il ne savait pas où il était. Mais oui. Hein, mais là, ça pourrait, là vraiment, c'est que la spéculation, j'ai rien pour le prouver, mais ça pourrait être un bon exemple de quelqu'un qui a une vision particulière après il y a rien, et qui est complètement déboussolé de se rendre compte qu'il y a une continuité de la conscience et qui n'a aucun repère, qui est complètement perdu. Mais je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et qui peut être terrifié. Non pas la personne qui reçoit le récepteur de la VSCD, mais la personne elle-même qui est complètement déboussolée en disant mais je suis vivant, mais c'est quoi? C'est pas possible. Et en poussant plus loin, là, on voit combien la connaissance des VSCD, de toutes ces expériences proches de la mort, pourrait être bénéfique tant pour les personnes, pour l'accompagnement de fin de vie et de deuil, mais de façon plus générale, peut-être que ça pourrait être utile à nous tous de nous familiariser avec ces notions-là, afin que quand cela nous arrivera, puisque c'est quelque chose qui est certain, eh bien, il y a suffisamment de connaissances autour de ça qu'on se dit, ah, c'est ainsi, ah, je connais cette expérience-là, et peut-être, en s'étant préparé, peut-être, entre guillemets, être moins effrayé par l'expérience. Parce que là, pour l'instant, dans notre éducation, il n'y a aucun repère. Il n'y a que les gens qui lisent les livres, ils sont dessus, mais les grands sceptiques qui se disent non, les EMI, ça n'existe pas et tout, ça risque d'être compliqué. Après, eux, ils meurent et de se retrouver hors de leur corps avec les proches qui les pleurent, ils disent mais je suis là. Ils disent mais mon Dieu, mais j'ai nié tout cela, je suis en train d'en faire l'expérience. Et qu'est-ce qu'on fait? J'aurais dû me renseigner. Donc, c'est en cela que les témoignages des VSCD, les témoignages des EMI sur ce qui se passerait, je mets un conditionnel, ce qui se passerait après, peuvent être utiles pour nous, hein, en termes de presque culture générale, je dirais, pour être en mesure d'accueillir une expérience où on aurait quelques repères. Hein. C'est un peu extrapolé, mais ça peut être ça, parce que si on a vécu tout le temps en haute montagne, toute sa vie, et qu'on nous met un bandeau et qu'on nous jette à Times Square à New York, avec toutes les voitures, les klaxons et tout, la pluie, les lumières et tout, là, on serait en panique. C'est un environnement qu'on connaît pas du tout. Mais si, avant de partir, hein, en étant toujours à la montagne, on montre des photos de Times Square, on me montre des films de Times Square, on dit, bah tiens, tu vas aller là, bah, quand je suis à Times Square, je suis waouh, un peu impressionné, mais je connais.
Hein, j'ai pas la réaction de terreur d'être basculé dans un environnement qui est complètement nouveau. Hein. Donc là aussi, la connaissance, hein, la vulgarisation de ces expériences-là peut aussi être bénéfique sur l'après, même si on n'a pas aucun moyen après de savoir ce qu'il en est. Peut-être via une expérience de ce type-là, on a une démonstration, peut-être, que quelque chose de terrifiant se passe sur la base d'une ignorance complète de ce qui peut se passer après. Donc ce serait peut-être intelligent de lire ces choses-là et de se familiariser un peu avec. C'est d'ailleurs un petit peu l'effort qu'on voit chez les bouddhistes d'accompagner Oui. Les mourants de textes. Exactement, exactement. Le Bardo Thodol, hein, le fameux livre des morts tibétains, qui est écrit au 8e siècle après Jésus-Christ, a véritablement cette fonction-là. C'est-à-dire, le Bardo Thodol, c'est un enseignement qui était chuchoté à l'oreille de la personne qui est en train de mourir et qui lui dit mon frère, ma sœur, tu es dans ce processus-là, il va se passer ça, tu vas rencontrer telle chose, ne t'inquiète pas, ceci là, on te conseille de faire ça, de faire ça. Enfin, c'est un truc comme un guide pour les différentes étapes du mourir, et c'est lu après le décès de la personne. Donc c'est vraiment, on peut imaginer que l'origine de ce texte-là sont peut-être des grands méditants, des grands lamas, soit qui ont fait des EMI, soit qui ont fait des expériences méditatives où ils ont pu véritablement avoir accès éventuellement à d'autres séquences au-delà de cette vie, et ont pu en saisir un enseignement qu'ils ont consigné avec l'idée que enseigner ces choses-là alors que la personne est en train de mourir peut l'aider justement à sortir de cette terreur parfois, hein, qui peut éventuellement survenir quand on meurt. En tout cas, c'est l'intention de ce texte, 8e siècle après Jésus-Christ quand même. C'est pas n'importe quoi, et ça a été étonnamment tellement corroboré par les descriptions après les années 70, quand le livre de Moody est sorti, La vie après la vie, que comment le parallèle est sidérant, quoi. C'était déjà mentionné de façon claire il y a eu au 8e siècle, et des contemporains décrivent la même chose. Donc il y a quelque chose peut-être de pertinent là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant des EMI partagés? Oui. Parce que on a tous entendu les récits d'EMI qui sont oui. Plus ou moins convaincants selon la position qu'on a, mais les EMI partagés laissent moins de doutes sur ce qui est en train d'arriver. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Alors les EMI partagés, c'est quoi déjà pour définir qu'est-ce que c'est? EMI partagé, ça veut dire que il y a deux ou plusieurs personnes, mais dans les exemples des témoignages que j'ai pu recueillir, il y a deux personnes qui sont elles-mêmes déclarées comme étant un état de mort clinique, hein, et que une des personnes décède et l'autre arrive à être réanimée, et donc la personne, après rétrospectivement, raconte ce qui s'est passé, raconte l'EMI. C'est pour ça qu'on dit EMI partagé, hein, et raconte parfois, ne sachant pas que l'autre, ça arrive parfois, ne sachant pas au tout début, dès qu'elle sort de son coma, qu'elle raconte quelque chose, alors qu'elle ne sait pas que l'autre personne est décédée, hein. Donc, ce qui laisserait penser que les EMI partagés, que les EMI donc, hein, tout court, sont en fait les vraies séquences de ce qui se passe quand on meurt. Parce qu'il y a une objection qui dit, oui, mais comme les gens ne sont pas forcément morts, une EMI ne parlerait peut-être pas véritablement de ce qui se passe après la mort. Alors que là, on a dans les EMI partagés deux personnes, dont une est réanimée et l'autre vraiment meurt, et le récit est une EMI. Donc peut-être que l'EMI est véritablement le récit de ce qui se passe quand on meurt. Et donc, j'ai un exemple en tête de femmes qui vont chez le vétérinaire parce qu'il y a le chat qui est sont en voiture, et le chat saute sur la conductrice qui est aveuglée, et il rentre dans un camion juste devant, et les deux font une EMI. Et cette personne raconte que juste après le choc, dont elle se souvient quasiment plus, elle se retrouve dans un environnement assez paisible, et elle est avec son ami, ils sont toutes les deux, et que son ami lui dit, ok, il y a deux chemins, toi tu vas prendre ce chemin-là, et moi je vais prendre ce chemin-là.
Et la personne raconte, donc c'est après, hein, elle raconte que c'était clair à ce moment-là que on allait se séparer à ce moment, qu'on se reverrait, mais qu'on allait se séparer, qu'elle allait mourir. C'était évident, elle prenait un autre chemin. Et cette personne s'éloigne, cette personne est réanimée. Et elle raconte son histoire après avoir été réanimée, et elle apprend que son ami est décédé dans l'accident. Ça, c'est typiquement des EMI partagés. Il y a plein d'autres exemples, hein, j'en mentionne dans mon livre, où c'est un couple qui est en voiture, et la séquence d'après se retrouvent tous les deux dans une espèce d'espace en train de monter, tous les deux en train de monter. Ils voient 4 entités qui surviennent et 2 qui se séparent, 2 qui prennent la jeune femme et qui l'amènent comme s'ils l'accompagnaient plus haut, et le jeune garçon, il veut l'accompagner, et les 2 entités disent non, toi, pas encore. Pas encore, et ils le reprennent, et il redescend, et il décrit que, à un moment donné, il voit, à quelques centaines de mètres plus bas, une voiture en feu. Et dès qu'il voit ça, en un instant, il se retrouve dans son corps, dans la voiture avec l'avant qui est en train de brûler, sa copine affalée sur lui, et il sait qu'elle est morte à ce moment-là, et lui donc est ranimé, et il sait qu'elle est morte parce que il dit je l'ai vue partir. Hein? Donc ils ont fait tous les 2 une EMI, elle s'en va, lui revient, et il se retrouve dans cet environnement-là, avec la certitude que c'est elle qui est morte. Donc c'est ça les EMI partagés. C'est assez troublant, parce que là c'est vraiment réellement la personne est décédée. Il y a vraiment eu un décès. Ça me paraît vraiment essentiel pour je me répète là, mais c'est pour souligner que il y a de grandes chances que les séquences des EMI soient réellement ce qui se passe quand on décède et quand on revient pas. Il existe aussi des EMI partagés où l'une des 2 personnes n'est pas du tout en danger, oui, mais accompagne un bout de chemin la personne qui est en train de mourir. Alors ça c'est EMI partagé, les anglo-saxons ils s'appellent ça expérience de fin de vie partagée. C'est même topo. Hein. C'est important d'ailleurs de souligner que assez récemment, depuis quelques années, existe le Cross Sharing Project, je crois, Research Center. Je sais pas, en tout cas, c'est créé par William Peters, qui est en train de regrouper tous les témoignages de personnes qui, complètement pas du tout malades, soit des soignants, soit des proches, qui ont accompagné des personnes en fin de vie et qui étaient présentes au moment de leur décès et qui ont été témoins de phénomènes suite à cela. Donc on peut assimiler ça à EMI partagé, c'est-à-dire être témoin de ce qui se passe, ou alors certaines situations où il y a sortie de corps en même temps. C'est-à-dire que un des récits d'expériences de fin de vie partagées où on est en train de veiller la personne, et l'instant d'après on se retrouve hors de son corps, donc le proche n'est pas en fin de vie du tout, mais il se retrouve hors de son corps, il voit le corps de la personne qui est décédée, et à côté de lui ou à côté d'elle, il y a la personne qui vient de décéder. Donc c'est ça l'image. Ils perçoivent la personne au chevet, la personne morte dans le lit, et ils l'aperçoivent d'un point de vue supérieur et sont en interaction toutes les 2 avec la personne qui dit ok, je te dis au revoir, je vais partir, et dans l'instant après la personne se retrouve dans son corps et un peu secouée et sait que la personne est décédée parce qu'elle lui a dit, parce qu'elle a vu le processus. Ça, c'est les expériences de fin de vie partagées ou EMI partagées, alors même que la personne qui est l'accompagnant n'a pas d'altération psychique ou n'est pas en train de mourir. Donc, tu vois, quand on cumule quand même, c'est ça. Moi, toutes les expériences partagées, vraiment, je l'aime beaucoup parce que il y a les EMI. Ok, ça amène des arguments, mais les EMI partagés, ça amène des arguments supplémentaires. VSCD, ça amène des arguments, mais VSCD partagés, ça amène d'autres arguments. Expérience de fin de vie, ok, mais expérience de fin de vie partagée. Donc au lieu d'avoir 3 expériences, on a 6
expériences. Ça veut dire 6 sources d'informations différentes. 3 qui sont par les personnes qui expérimentent directement la situation, mais 3 autres, 3 types 3 catégories d'expériences qui sont rapportées par des gens qui n'ont aucune altération cérébrale. Aucun dysfonctionnement qui viendrait nourrir les caractères hallucinatoires ou défensifs ou psychologiques ou psychiques du témoignage. Là, c'est des témoignages bruts de personnes qui sont exempts de toute affection, de toute atteinte particulière. Donc ça, c'est très puissant. C'est très puissant en termes d'arguments. Le cumul de témoignages comme ça, à un moment donné, donne les contours d'une expérience stéréotypé dans le bon sens, hein, de vraiment il y a une structure, il y a quelque chose qui est récurrent, hein, donc ça parle de quelque chose qui a besoin d'être validé, étudié, transmis aussi, parce que c'est toutes ces connaissances-là, je sais pas, mais on peut imaginer pour des gens qui ont peur de mourir ou des gens qui, en thérapie, il y a parfois des gens qui viennent, j'ai peur de mourir et tout. Ça peut tellement nourrir une réflexion, pas pour convaincre, l'idée pas de convaincre, mais que laisser la personne se faire son idée propre sur la base d'éléments tangibles. Après, c'est sa responsabilité d'en déduire quelque chose, c'est sa responsabilité et c'est sa sensibilité d'en déduire quelque chose, d'en lui laisser la pleine liberté, mais de donner accès à ces données-là et ne pas les éliminer parce que, a priori, ça ne correspond pas au paradigme dominant. Il y a aussi un autre phénomène qui, des fois, et d'ailleurs se passe en même temps. Je crois que c'est ce que les Anglais appellent la crowded room, Oui. Dans laquelle beaucoup d'entités, parfois des gens de la famille déjà décédés, viennent dans la chambre du mourant, tous en même temps. Et parfois, c'est accompagné d'un moment de lucidité terminale, je rappelle, où la personne est très vive alors qu'elle pouvait souffrir de maladies dégénératives graves. Ça, c'est décrit. Une jeune femme, suite à une conférence, que vient me voir un petit peu... Et elle me racontait exactement ça. Elle n'avait pas perçu les entités, c'était le décès de son grand-père. Elle n'avait pas perçu des entités, mais elle sentait il était en train de mourir, elle était seule avec lui, qu'il y avait une distorsion du temps et de l'espace. Ça, c'est une composante récurrente, hein. La distorsion du temps et de l'espace pendant l'expérience. Ça, c'est vraiment un des items qui est quasiment constant. Distorsion du temps et de l'espace, et que perception très claire autour du lit, même s'il ne voyait pas physiquement, mais une perception claire qu'il y avait du monde, crowded, une foule autour, et qui était clairement compris comme ils viennent le chercher. Et quand l'expérience a duré quelques secondes seulement, ça s'est revenu, enfin le temps et l'espace ont repris, et son grand-père était décédé. Et elle me dit, mais c'est fou, j'adorais mon grand-père, mais j'ai pas traversé un chemin de deuil. Parce que pour moi, le lien est pas rompu, hein. Le deuil, c'est la rupture du lien. Ok, il y a des ruptures du lien dans le monde, mais l'expérience avait été tellement forte et tellement évidente pour elle, que il y a quelque chose de très serein quand je pense à mon grand-père. Et il y a plein de témoignages similaires, hein, avec un point étonnant. Peter Williams parle du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, ce serait dans là encore, c'est des témoignages, hein, c'est pas des constructions, hein, c'est vraiment ce que les gens racontent, hein, c'est vraiment important de restituer la dimension de témoignage. Donc, ils racontent que de façon récurrente, il y a une entité particulière, appelée donc le chef d'orchestre, qui semble régir la situation, qui est comme un chef opérateur qui est là et qui est souvent décrit comme avec une forte détermination, comme s'il y avait un job à faire. Donc c'est quelque chose de précis, de très clair. Et un exemple, hein, qu'il donne, c'est c'est pas clair dans la description, mais une femme qui sort d'une chambre, d'une personne qui est en train de décéder, et avant de rentrer dans la chambre, elle voit à travers le hublot qu'il y a des choses lumineuses comme ça. Elle entre et elle perçoit une espèce d'entité lumineuse qui lui dit « Non, sors !»
Elle sort, elle sort, et comme s'il y avait, t'as rien à faire là, nous on s'occupe de quelque chose. Ce côté-là très directif, très clair, précis, avec un job à faire, c'est ce qui semble, selon William Peters, pardon, être caractéristique de ce fameux chef d'orchestre, comme si une équipe venait pour dire, ok, on s'occupe de la transition, tout comme une équipe de sages-femmes viennent s'occuper des transitions pour la naissance d'un bébé. On a un job à faire, on s'en occupe. Donc ça fait partie des expériences de fin de vie partagées, mais s'il en parle comme ça, c'est que là encore, c'est récurrent dans les descriptions, et il se peut que dans quelques années on ait une description aussi précise des EMI que de ce type d'expérience de fin de vie. Mais ça a de quelques années seulement, cette collecte d'informations. On commence à récolter tous ces témoignages, on commence à faire des recherches comme l'équipe d'Elvin Elzasser et d'autres équipes, surtout dans les pays anglo-saxons et tout ça. J'imagine qu'il est temps de partager ces savoirs de manière plus organisée, que ce soit intégré dans l'éducation. Alors je ne parle pas seulement de l'éducation des jeunes, des enfants, mais des médecins. Oui. Ça va se faire tout doucement. C'est déjà en train de se faire. Il y a des cursus de formation. Là, on prend par exemple l'université de Virginie, où il y a le DOPS, D-O-P-E-S, Department of Post-Social Studies, qui étudie vraiment les VSCD, les EMI, même les récits d'enfants qui se souviendraient de vie passée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... il y a des publications, il y a des congrès. Enfin, c'est en train de se faire tout doucement. C'est en train de se faire. Il y a une vraie demande. J'ai fait un jour une conférence sur ce sujet-là, une conférence d'ouverture au congrès un congrès annuel de la Société française d'accompagnement de soins palliatifs, la SFAP. Et j'étais étonné d'ailleurs qu'il m'ait invité et autorisé à faire ce témoignage-là. Mais après, en retour, il y avait une demande très importante des médecins, des soignants, des aides-soignants, enfin des personnels soignants au sens large, d'une formation pour être en mesure d'accueillir l'expérience telle qu'elle se présentait si la personne en faisait le récit. Là encore, j'insiste, pas besoin d'adhérer à ce qui est dit, et on peut rester complètement dans sa posture cartésienne, mais au moins avoir la connaissance pour accueillir l'expérience et pas la reléguer, mais vous racontez n'importe quoi, c'est forcément l'anesthésie, c'est forcément la réanimation, etc. Donc oui, c'est vraiment il y a un mouvement de formation. D'ailleurs, il y a une toute petite ébauche là qui est, il y a le film Témoin, qui va sortir prochainement dans les écrans en novembre 2024, c'était réalisé par Sonia Barkala, qui est juste sur les EMI, et je suis proche de Sonia, et on a l'idée avec certains soignants à Marseille de commencer à faire des formations pour les soignants sur justement ces dimensions-là. Donc ça va monter en pression tranquillement. Il y a là à Bruxelles, il y avait un colloque où j'ai participé qui s'appelait les dimensions spirituelles de l'existence, qui parlait justement aussi de quelle incidence, quels enseignements peut-on tirer pour notre vie maintenant de ces différentes expériences. Donc c'est en train de se faire. Vraiment, je suis très confiant par rapport à ça, et les protocoles de formation, les programmes de formation dans les écoles d'infirmières peuvent un jour arriver. Et d'ailleurs, il y a certains documentaires, je crois que c'est à l'hôpital de Marseille, ou à Martigues, je crois, je sais plus, qui commence à présenter des documentaires aux étudiants en médecine, pour vraiment commencer à les sensibiliser. Ça reste encore très anecdotique parce que il faut rentrer dans les cursus de formation, mais je suis vraiment très confiant sur le fait que ça peut entrer, parce que ça permettrait de sortir du côté fantastique, de fascination, qui est pas tellement bon, je trouve. Le côté fascination, le côté peut isoler les personnes.
Alors que si c'est une connaissance qui est beaucoup plus large, les personnes peuvent en parler, n'ont pas peur d'être vues comme ridicules ou folles, et donc ça permet de ne pas être dans cet isolement, cette solitude, de vivre quelque chose où on a l'impression d'être tout seul et pas normal. Hein. Donc là, il y a aussi quelque chose qui est important à ce niveau-là. Qu'est-ce que cela dit de notre réalité pour toi, personnellement? Okay. Ouais. Alors, qu'est-ce que ces expériences disent de notre réalité? D'ailleurs, première chose, qu'elle est beaucoup plus vaste, beaucoup plus immense qu'on l'imagine. Hein. Ça parle donc de sortir de l'idée d'un cerveau qui produit la conscience, un cerveau qui est récepteur d'une conscience non localisée. Donc déjà, conscience non localisée, et si on pousse les choses, on a certains physiciens, même des prix Nobel, qui commencent à penser que alors que maintenant on pense que la conscience est le résultat de la matière, a émergé de la matière, on est en train d'inverser le truc, c'est que la matière est première, la conscience est première, et que cette conscience non localisée serait le substrat même de la perception de la conscience. Hein. Donc là, de la matière. Et donc là, on sortirait vraiment d'une dichotomie esprit-matière versus quelque chose qui est beaucoup plus vaste, où il y aurait une essence unique qui serait la conscience, avec un grand C, la conscience unique, qui se manifesterait en tant que matière. Donc une dimension de non manifesté, et le monde extérieur dont nous faisons l'expérience, et même l'expérience intérieure, les pensées, enfin tout ce qui se manifeste intérieurement, extérieurement, serait une émanation, serait quelque chose qui serait une manifestation de cette conscience première. Donc ça change complètement le rapport au réel, avec plein de dimensions qui rejoignent ce que disent beaucoup de spiritualité, voire de religion, mais je mets plutôt le mot spiritualité, de l'essence commune de tout le manifesté. Hein, c'est vraiment on prend souvent cet exemple d'un grand faisceau lumineux, indifférencié, qui serait la conscience ultime, c'est une image, bien sûr, et qui traverse un prisme, et qui diffracte la lumière en bleu, vert, jaune, donc une infinité de couleurs qui proviennent pourtant d'un seul faisceau lumineux, et que par le prisme qui peut-être serait le prisme du cerveau, qui rendrait possible le fait d'une perception multiple du manifesté, afin de quoi? Parce qu'il y aurait pourquoi ça? Afin de quoi? De faire l'expérimentation du réel. C'est-à-dire que le faisceau lumineux ne peut faire que l'expérience de lui-même. Or, s'il est diffracté, il y a le bleu, par exemple, qui peut entrer en relation avec le rouge, qui peut entrer en opposition avec le jaune, qui peut entrer en collaboration avec le vert. Donc il y a des interactions, il y a de l'expérience qui se génère par le fait même qu'il y ait différenciation, qu'il y ait manifestation. Donc ça, ce serait ce qui rendrait possible l'acquisition de connaissances via les interactions. Là où il y a une dimension supérieure, qui serait une dimension spirituelle, c'est que le bleu a peut-être oublié qu'il est de même nature que le vert, de même nature il a peut-être oublié que sa nature profonde, si le bleu regarde profondément en lui, il se rend compte en fait que sa nature profonde est le faisceau lumineux, qu'il n'est pas séparé, qu'il n'y a pas eu de coupure, c'est que lui, sa manifestation, s'il regarde au cœur de lui-même, il voit la grande lumière. Conscience ultime. Pareil que le vert, si il regarde au fond de lui-même, il se rend compte en fait qu'il n'est rien d'autre que, au fond du fond, le manifesté de la grande lumière. Donc ça induit quoi? Ça induit que le bleu prend conscience de sa nature profonde, que le vert ou le rouge prennent conscience de leur nature profonde, qui est identique, qui est similaire. Et ça peut induire un autre rapport au monde.
Hein, ça peut induire un autre rapport au monde où il y a perception d'une dualité, de moi et le monde, mais qu'au sein de cette dualité, il y a perception d'une non-dualité, qui est l'essence même de notre être, mais pas que de notre être vivant, mais de tout ce qui se manifeste, hein, comme si on mettait on mettait un masque de réalité virtuelle, et que tout ce qui nous semble réel, les murs, les bâtiments, les voitures, pendant la réalité virtuelle, quand on l'enlève, on se rend compte que c'est uniquement de l'électricité, uniquement et ce qui paraissait matériel, séparé de moi, et en fait simplement extrait de la matrice, je dirais, mais pas séparé. C'est la nature profonde. Donc ce serait la même chose, une conscience intime de même nature de tout ce qui est, notamment du vivant. Et là, on entend une approche autre de l'écologie. Hein, on apprend une approche autre du rapport à l'autre, qui est certes différent, qui est peut-être parfois dans sa manifestation quelqu'un d'odieux, quelqu'un de méchant, quelqu'un de dangereux, mais que au bout du compte, il y a quand même une nature de fond qui rend possible quand même l'interaction. Les implications, elles sont gigantesques. Hein. Et au bout du compte, ce qui est intéressant dans ces expériences-là, c'est que qu'est-ce qui ressort toujours, les EMI, les VSC, tout, la note, il y a toujours une même note, qui est une note, alors ça peut paraître tarte d'en parler comme ça, mais c'est une note d'amour. Et c'est quoi l'amour dans ce contexte-là? C'est la conscience qu'on partage la même essence. Ça veut dire que le bleu, conscient qu'il est de même nature que le rouge, hein, cette conscience intime, ça sert une base d'amour. Pas amour, sentiment émotionnel, hein, mais d'amour dans le sens de on partage la même essence. Hein, d'amour de la nature parce que on partage la même essence. Parce que dans le prisme, il y a le bleu, et puis il y a peut-être toute la manifestation du monde, de la nature, les animaux, là, et qu'au bout du compte, ma nature profonde est indifférenciée, même si la manifestation semble diverse, l'essence est la même. Donc ça change le rapport au monde. Ça change la manière d'interagir avec les personnes, et ça peut même induire, si on va, une espèce d'éthique de vie, hein, aborder l'autre de façon différente, aborder sa vie de façon différente, avec toujours cette connotation d'amour, et que ce qui compte est véritablement ce qui est relié, ce qui a pour motivation l'amour, le bienfait à l'autre. Ça paraît très religieux ce que je dis, mais c'est pas du tout religieux, c'est ce que disent très clairement, très directement les personnes qui font des expériences de mort imminente et qui n'ont parfois aucune expérience, aucune culture philosophique ou religieuse ou spirituelle, mais ils font leur expérience, et le bon gros gars du Milwaukee qui dit, ben voilà, l'amour est la seule raison la pratique de l'amour est la seule raison de notre existence sur Terre. Il dit, mais du tout sur ça, James, je sais pas, j'ai eu mon expérience et c'était évident pour moi. Maintenant, je vais essayer de vivre ma vie en fonction de ça. Mais James, t'es conducteur de poids lourd? Ouais, mais ça fait rien. Là où je suis, avec ce que je suis, dans les conditions qui sont les miennes, je vais essayer de mettre ça en œuvre. Ça change, hein. Et donc, on n'a même pas besoin de faire une EMI ou une VSCD ou des trucs comme ça. On écoute, on tire les enseignements, on est touché ou pas, hein, peu importe. Mais si on est touché, on peut être inspiré. Et on se dit, ok, ces gens-là qui sont passés peut-être de l'autre côté, se ramener des enseignements où on leur a signifié ce qui comptait vraiment. Les dimensions d'amour et les dimensions de connaissance, de sagesse. Que c'était les deux seuls éléments qui étaient les éléments pertinents qui qualifiaient une vie accomplie. On n'a pas besoin de faire une EMI. Si on est touché et inspiré par ces commentaires, on se dit, tiens, ça pourrait être intéressant, en dehors de tout référentiel religieux, j'insiste, en dehors de tout référentiel religieux, d'ajuster ma vie à ces enseignements-là. Hein, de vivre avec éthique, avec responsabilité, avec prise en compte plus de l'autre, avec un profond respect de moi-même, avec un profond respect de ce que je suis, que le non-amour de soi, c'est une impasse
fondamentale, que certaines poursuites de succès, choses que, enfin, peu importe, sont peut-être des errances inutiles. Enfin, ça peut vraiment changer complètement le rapport au monde. Ça peut paraître très naïf comme manière de voir les choses, mais là, non, en fait, c'est pas juste de la croyance, c'est on se pose et on écoute. On se pose et on lit les témoignages. Et on regarde ce qui se passe en soi. J'invite les personnes à aller sur les sites comme Yands ou NDEFR, qui sont vraiment des lieux où sont répertoriés de façon crue les expériences de mort imminente, notamment, ou l'expérience de perception autre, où on n'a qu'à lire 1, 2, 10, 100, 1000, et à un moment donné, il y a une note. Cette note vraiment de lumineuse, d'amour, de sens qui émerge. Parce que c'est ça au bout du compte, c'est que c'est ce qui est véhiculé, en plus de cette notion d'amour, c'est la notion de sens. Tout ce monde qui semble chaotique, sauvage, brutal, violent, il y a une strate à travers ces témoignages où on entend la cohérence. À un autre niveau, bien sûr, où on entend du sens à un autre niveau, on attend une intention d'apprentissage, on entend plein de choses qui permettent d'aborder l'expérience du réel de façon peut-être plus apaisée, peut-être plus intelligente, plus intelligente, plus fine, au-delà de simplement ce qu'on voit, et peut-être de rencontrer toutes les émotions qui émergent par rapport aux choses violentes qui se passent dans notre monde, avec un autre regard, tout œuvrer pour l'apaiser, ce monde en souffrance, mais avec en plus cet autre regard qui peut donner une autre dimension. C'est pas simplement aller sauver le monde, c'est aller sauver le monde parce que on se perçoit comme même nature du monde. Enfin, il y a tout un truc qui est vraiment, qui serait trop loin à développer là, mais qui me semble vraiment absolument essentiel. Et là, vraiment, pour répondre à ta question, ça change complètement la perception du réel. Du moins la perception de vivre sa vie dans ce qu'on appelle le réel. En tout cas, notre dimension où nous sommes là. Voilà, si tu peux nous donner le mot de la fin. Le mot de la fin, ce serait quoi le mot de la fin? Le mot de la fin, je crois, ce serait, en tout premier lieu, acquérir la connaissance. C'est véritablement se renseigner, lire sur les différents sites, lire ce qui est dit, parce que pourquoi? Pour se faire sa propre opinion. C'est vraiment et essayer le plus possible de sortir de cette idée de croyance. Ce sont pas des croyances, ce sont des données qui construisent une représentation particulière. Et si on veut pas être disqualifié en disant c'était croyance, il faut pouvoir avoir les articles qui vont bien, les livres qui vont bien, les films qui vont bien, les colloques qui vont bien, pour avoir connaissance de ces choses-là, pour avoir à ce matérialisme scientifique qui dit détenir la vérité, dit ok, moi j'ai aussi des scientifiques qui disent vraiment pas la même chose du tout. Donc il y a vraiment un gros enjeu de connaissance. Sur base de ça, ça permet d'interagir et d'être plus pertinent dans les échanges et pas être ok avec toi tu crois à tes trucs et tout. Non, c'est pas du tout ça. Ça c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le niveau personnel. C'est comment moi, par l'étude de ces phénomènes-là, je suis touché. Qu'est-ce que ça me dit sur ma vie? Sur en quoi ça m'inspire dans la manière de mener ma vie? En quoi ça m'inspire dans ma manière de construire mes priorités de vie, mes valeurs, les axes de vie que j'ai envie de suivre? Parce qu'au bout du compte, je crois que c'est ça qui est vraiment l'essentiel. L'idée, c'est comme une personne qui avait fait une EMI qui disait « Le but de cette vie, c'est pas de quitter cette vie. Le but de cette vie, c'est amener la lumière que j'ai perçue là-bas, l'amener ici. » Et être par tous mes paroles, mes actes, mes décisions, à un petit ou un grand niveau, peu importe, c'est pas l'échelle qui compte, mais que ma vie soit en phase avec l'expérience que j'ai eue.
Donc elle a fait l'expérience, mais nous qui n'avons pas fait cette expérience-là, on peut s'inspirer, lire et dire tiens, est-ce que ça m'inspire moi aussi d'ajuster ma vie à ce qui est dit, hein? Et juste voir si j'ajuste ma vie à tous ces principes de vie, d'amour, de connaissance, etc., qui sont proposés. Et si au bout du compte, ma vie, elle est mieux, mes rapports aux autres sont plus sereins, mon rapport à moi-même est plus serein, mon intelligence de situation est plus fine, mon intelligence émotionnelle se déploie, mon rapport au monde change de façon bénéfique, je continue. Et bingo, on aura tiré véritablement la quintessence de ces enseignements. Si je me rends compte que ça marche pas pour moi, je laisse tomber. C'est pas grave. Et je vais vers d'autres référentiels, hein. Donc c'est préserver la liberté de chacun, de se dire, ceci m'inspire, je suis, et je regarde par moi-même si c'est bon pour moi. Si c'est bon, je garde. Si c'est pas bon, je laisse tomber, hein. Donc c'est vraiment ça, le mot de la fin, c'est laisser imprégner et voir ce qui se passe pour soi. Si vraiment on accueille ça dans le cœur, hein, c'est vraiment dans la tête, mais c'est aussi une dimension de cœur et qui, au bout du compte, peut peut-être faire de nous de meilleurs êtres humains. Hein, ce serait ça, le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à toi.